Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureuse de participer à ce colloque aujourd'hui pour vous présenter donc mon projet de diplôme de cinquième année. Il a été effectué à l'ESAT d'Amiens et s'intitule Cryptopolis. C'est un projet qui propose de rendre visible la surveillance de nos communications à travers 4 alphabets cryptés. Je vais donc commencer par vous introduire quelques notions de cryptographie. Étymologiquement issu du grec kryptos qui veut dire cacher et graphéine écrire, la cryptographie est une technique d'écriture qui consiste à rédiger un message chiffré. Son but n'est pas de dissimuler la présence d'un message, mais plutôt de cacher son contenu. C'est aussi un outil indispensable pour la protection de nos communications. L'histoire des codes et des chiffres est une suite ininterrompue de batailles entre les codeurs et les briseurs de code. Cette lutte a entraîné des découvertes et des progrès multiples en linguistique, en mathématiques et jusque dans la mise au point des ordinateurs. Voici un premier exemple de code à usage militaire. Donc le chiffre de César est un chiffrement dit par substitution monoalphabétique. Dans ce type de chiffrement, chacune des lettres d'un message est remplacée par une autre lettre ou un autre symbole. La méthode de César consistait par exemple en un décalage des lettres de quelques rangs sur l'alphabet. En suivant ce principe, notre message a donc été chiffré avec un décalage de 3 rangs. Or, ce type de code est très facilement déchiffrable en ayant recours à l'analyse des fréquences. Il suffit en effet de compter les lettres ou symboles les plus récurrents dans notre texte chiffré, donc en l'occurrence la lettre H, puis de l'associer à la lettre la plus commune en français, le E, pour facilement parvenir à briser le code. Pour contrer ce principe, un autre système un peu plus complexe de chiffrement par substitution, appelé polyalphabétique, utilise alors une suite d'alphabets pour crypter un même message. Ce qui signifie qu'une même lettre peut être cryptée par plusieurs symboles de manière à éviter l'analyse des fréquences. Dans ce principe, il faut donc utiliser une clé de chiffrement qui va permettre de générer des décalages différents sur l'alphabet. Par exemple, avec la méthode du carré de Vigenère, je prends donc la première lettre de ma clé, qui va correspondre au type d'alphabet que je vais utiliser pour crypter seulement la première lettre de mon message. Donc le C va ici devenir X. Puis je répète l'opération avec la deuxième lettre de ma clé pour la deuxième lettre de mon message, et ainsi de suite. Pour les décrypteurs, ce n'est donc pas le type de cryptage qui importe, mais la recherche de cette clé de chiffrement. L'entre-deux-guerres voit aussi arriver le début de la mécanisation de la cryptographie. La machine Enigma était alors utilisée par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Son principe repose sur l'automatisation d'un chiffrement par substitution polyalphabétique, puisqu'elle pouvait renouveler des suites de décalage de l'alphabet automatiquement. Cette machine va donc rendre impossible pour le camp adverse les attaques du code manuellement. Pour tester les millions de possibilités qu'elle offrait, Alan Turing fit donc construire des machines électromécaniques appelées bombes et qui permettront de venir à bout d'Enigma. Ces machines sont aussi considérées aujourd'hui comme les ancêtres des ordinateurs. La cryptographie est à la fois une science et un art car elle fait aussi appel au talent d'imagination et d'invention du crypteur. Dans les années 70, l'artiste Guy de Pointet produisait des œuvres énigmatiques qui interrogent différents procédés de langage et leur mise en forme. Ces tableaux cryptés replacent le spectateur dans une situation préalphabétique où le langage est réduit à des formes abstraites, souvent hermétiques à la lecture. Ces œuvres se présentent donc comme des énigmes dont les significations sont parfois dévoilées lors de ces performances théâtrales. Dans ces tableaux, la découverte du secret est insignifiante, et le dessin ne dit souvent rien de plus que le titre. Ce qui importe, c'est la construction de son code plutôt que la recherche d'une lecture purement sémantique. Par exemple, avec ce tableau, où il est assez facile de comprendre que chacun des modules qui constituaient la grille correspond en fait à une des lettres du titre. Guy de Pointet donnait aussi parfois des titres incomplets à ses œuvres, de manière à justement inciter son public à trouver son système. Pour Guy de Pointet, les tableaux sont des textes, et en créant des systèmes qui accrochent ou complexifient la lecture, il nous fait réfléchir justement sur ce qui fait un texte. Ces tableaux sont aussi bien à voir qu'à lire, et il y a sans cesse des glissements de la lettre à l'image. Par exemple, dans son livre A Captain from Portugal, il écrit dans un alphabet inventé. Le code consiste en la substitution des lettres de notre alphabet par des signes issus d'un octogone divisé. L'absence d'espace entre les mots vient aussi complexifier le décryptage du livre. A l'inverse, avant toute traduction de ce code, nous avons déjà une impression donnée par notre habitude de lecture,
avec la ponctuation ou la composition de la page qui induisent du sens. Ce livre s'apparente donc à un récit codé, mais il n'a en réalité aucun sens. Ici, ce sont les lettres et les chiffres qui deviennent des motifs abstraits. Son livre Espaor ledet coelunaire utilise un simple codage par substitution avec un décalage de type César. Ici, le texte se révèle et prend tout son sens quand il est interprété et lu à voix haute. Les sonorités du texte chiffré font alors penser à une langue d'Europe du Nord, et il sera aussi perçu différemment en fonction du jeu de l'acteur. Depuis l'ère d'Internet et de la numérisation de nos communications, les enjeux de la cryptographie concernent principalement la protection de la vie privée. Le cryptage est le seul moyen de protéger l'intimité, et il se fait maintenant si rapidement que personne ne remarque que le chiffrement ait lieu. Les cypherpunks sont un groupe d'activistes qui militent pour la cryptographie et s'engagent à rendre les réseaux plus sûrs pour la vie privée. Ils ont alors pour tâche d'écrire des programmes de chiffrement contre les gouvernements et les compagnies qui souhaitent, selon eux, rendre publics tous les échanges afin d'asseoir leur contrôle. Donc ici, je vous mets donc un extrait du manifeste d'un cypherpunk d'Eric Hugues, et ici l'introduction du livre d'Ignacio Ramonet qui décrit l'empire de la surveillance dans laquelle on vit. Dans ce contexte militant, mon projet Cryptopolis propose de sensibiliser un public inexpérimenté à la protection de ses communications textuelles et aux enjeux de la surveillance numérique. À l'occasion d'une exposition artistique, j'ai donc conçu 4 systèmes typographiques qui rendent visible cette surveillance en proposant des moyens de la contrer. Les 4 alphabets cryptés mis en place sont conçus comme des dispositifs interactifs qui interrogent l'intelligibilité d'un texte par l'homme et par la machine. Cette intervention à l'échelle du signe permet de rendre accessibles et visuelles des notions techniques, d'algorithmes et de cryptographie. Un scénario fictif accompagne chacune des typographies et énonce l'environnement de surveillance numérique dans lequel elles trouvent leur usage, de manière à introduire les mesures et les technologies qu'elles déjouent. On découvre ainsi plusieurs personnages qui appartiennent à des petites communautés de militants ou de non-initiés. Ces scénarios prospectifs extrapolent certains articles rédigés par la Quadrature du Net, une association de défense des droits et de libertés numériques, qui lutte notamment contre la censure et la surveillance. Dans ces articles, l'association cherche à faire connaître des projets de loi ou des règlements illégitimes qu'elle s'emploie ensuite à dénoncer en justice. Ils ont aussi lancé la campagne nationale Technopolis, qui a pour but d'alerter et agir envers les dérives de la surveillance, et qui a donc motivé le titre de mon projet. Une fois le contexte posé, les systèmes de cryptage que je développe permettent donc de contrer les différentes mesures de surveillance introduites dans les scénarios. Je cherche ainsi à détourner les outils de surveillance en mettant en place des dispositifs typographiques simples et accessibles. Mon intervention à l'échelle du signe plutôt que des mathématiques va donc dans ce sens et permet aussi d'un point de vue graphique de questionner et confronter la lecture d'un texte par les humains et son interprétation par la machine. Dans mon premier scénario, par exemple, Martin est un militant qui agit notamment en faveur de la Quadrature du Net et contre le déploiement des nouvelles technologies policières comme les drones, la reconnaissance faciale ou la police prédictive. Il organise régulièrement des rencontres ou des actions avec d'autres militants, et dans ce contexte, plusieurs mesures de technopolis ont déjà été instaurées, notamment la mise sous surveillance des réseaux sociaux afin de contenir toutes les manifestations. Martin cherche donc à contrer une intelligence artificielle qui opère sur les réseaux sociaux et qui analyse les contenus textes et images des internautes. Pour ce faire, j'ai donc conçu une typographie qui brouille le logiciel de reconnaissance de caractères, de manière à pouvoir produire des visuels qui restent lisibles par les humains, mais qui empêchent la reconnaissance de l'intelligence artificielle. Sur ces diptyques, vous pouvez avoir un aperçu du principe de codification que je mets en place pour chacun de mes systèmes. À gauche, la typographie utilisée, et à droite, l'interprétation faite par la machine. Ici, la déconstruction de la forme typographique qui permet de questionner et de confronter les limites de la reconnaissance de caractères actuelle par l'œil humain et par la machine. L'humain peut lire plus facilement en reconnaissant d'abord des mots avant des lettres, quand la machine, elle, scanne une à une les potentiels caractères de la fiche et les compare ensuite par statistiques pour retenir la forme la plus proche. La typographie fonctionne aujourd'hui, mais avec l'avancée rapide de l'intelligence artificielle, il faudrait probablement trouver une manière dynamique qui modifierait à chaque fois le dessin des lettres par exemple, pour prétendre à un système vraiment robuste. Ce dispositif permet donc de saisir les premiers enjeux liés à la lecture d'une image texte par la machine.
Chaque typo est accompagnée d'une notice qui aborde les grands principes cryptographiques qu'elle utilise pour contrer les mesures de surveillance. Ces notices permettent aussi à l'utilisateur de mieux comprendre le fonctionnement de chaque typo et d'être aussi guidé dans leur installation. On retrouve par exemple un schéma de communication qui est référent en cryptographie, qui s'appelle le schéma de l'attaque de l'homme du milieu, et qui présente Bob et Alice qui communiquent, et Eve qui est une intelligence tierce qui cherche à intercepter leur message. Dans ce deuxième scénario, Eve représente donc le coursier en données d'une entreprise qui cherche à récupérer les communications SMS de ses employés afin de dresser leur profil psychologique et les relier avec leur performance au travail. Les notices énoncent également les grands principes formels de la typo. Celle-ci fonctionne avant tout comme un leurre, puisqu'elle reprend formellement les glyphes d'un dialecte indien, le santali, qui se retrouve graphiquement proche de certains caractères latins. Cette spécificité prend tout son sens en cas d'interception du message chiffré par un humain. Il semblera renvoyer à un simple changement de langue, de manière à camoufler l'intention de crypter de ses utilisateurs. De plus, cette reprise est aussi un clin d'œil historique à un autre système de cryptage qui faisait appel à des spécificités d'une langue étrangère, celui des langages des Indiens Navajo, qui était incompréhensible par tous les autres peuples, et qui était utilisé pour coder les messages pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour le principe de cryptage, chacune des lettres de la typo a été remplacée par une autre, en inversant leur référence Unicode. Donc l'Unicode, c'est un standard informatique qui attribue un code référent à tous les caractères de n'importe quel système d'écriture, et de manière unifiée. Son but étant que chaque caractère soit compatible quelle que soit la plateforme ou le logiciel utilisé. Les messages composés en Cryptopolis B deviennent ainsi codés pour tous les intercepteurs ne détenant pas la typographie, puisque toutes les lettres de l'alphabet ont changé de place dans l'Unicode et de manière aléatoire. Il s'agit donc d'un chiffrement par substitution polyalphabétique. Or, comme nous l'avons déjà vu, ce système existait déjà depuis longtemps, et il a donc déjà montré ses faiblesses en ayant recours à l'analyse des fréquences. Pour mettre en avant ce principe, je fais donc intervenir des lettres alternatives pour les caractères les plus fréquents. Notre message ici comprend donc différents types de A, de S, de I et bien sûr de E, ce qui perturbe l'analyse des fréquences dans le texte chiffré. Les mesures de surveillance de mon troisième scénario s'attachent à la récupération et l'analyse de nos communications SMS. Elles se concentrent surtout sur l'analyse des émojis, qui peuvent en dire long sur nos émotions, et qui peuvent entre autres permettre au coursier en données de dresser des profils émotionnels de chaque individu en temps réel. Dans ce scénario, le respect de la vie privée a été pris au pied de la lettre, et le système typographique a été récupéré par un couple d'amants, voulant protéger leur communication aux yeux de leur conjoint. Afin de pouvoir échanger en toute sécurité sans risquer de révéler leur relation, les deux amants vont donc s'approprier la typographie Cryptopolis C, dont le principe est de substituer les émojis par des signes alternatifs, comme les signes de ponctuation. Les émojis sont répertoriés au même titre que les lettres du point de vue de l'Unicode. Je reprends donc le même principe de substitution que nous avons vu précédemment, en leur attribuant un placement différent. Une fois la typographie désinstallée de leur téléphone, les émojis que contenait leur message sont donc remplacés par d'autres caractères, retirant ainsi toutes les métaphores et le double sens qu'ils apportaient au message. Dans l'usage, la typographie doit donc être installée par les deux amants pour être lisible. Ils devront l'installer sur leur système téléphone et l'associer à une application clavier qui leur permettra de facilement basculer de la police cryptée à la police par défaut. Enfin, dans un autre niveau de cryptage, les lettres sont construites de manière à se confondre avec le dessin des émojis, de manière aussi à empêcher leur lecture immédiate par les humains. Mon dernier scénario dresse le contexte d'une dictature numérique où l'on suit un personnage nommé Léa, qui est une jeune influenceuse engagée politiquement et qui débat régulièrement sur l'actualité politique de son pays. Désormais, les mesures de surveillance mises en place par son gouvernement l'obligent à censurer tous ses posts sous peine de voir sa note de crédit social chuter et se faire à terme refuser l'accès à certains transports. Afin de retrouver un peu de liberté d'expression, elle va donc rejoindre un petit groupe d'artistes militants. Ces derniers ont récemment créé un espace d'échange critique et humoristique qu'ils camouflent aux yeux du gouvernement. Leur plateforme se construit autour d'un leurre grâce à la typographie variable Cryptopolis D, qui peut transformer tous ces caractères en n'importe quelle autre lettre.
Cette spécificité permet aux utilisateurs de dissimuler leurs messages satiriques derrière des messages sémantiquement acceptés par le système d'analyse. Les messages cachés de la plateforme se révèlent et s'animent grâce à différentes interactions, qui pourraient être par exemple de la reconnaissance faciale ou visuelle, mais ce signalement prédéfini à l'avance sert donc de clé privée de déchiffrement entre les membres du groupe. Donc ici, pas de reconnaissance faciale, mais une simple interaction avec la souris pour vous montrer le principe général d'animation. Donc ici, le mot crypto sert donc à crypter le mot police. Alors ici, vous pouvez avoir un autre aperçu du système où l'on découvre donc le message caché lettre par lettre. Ou encore appliqué de manière plus directe sur une phrase. Chacune des lettres de l'alphabet de cette typographie peut donc se transformer en n'importe quelle autre sur un axe de variation. Cet axe de variation a donc été détourné et n'est plus pensé en termes de variation de graisse comme c'est généralement le cas avec les fonds de variables, mais comme un axe de transformation. Pour encoder son message, il faut en amont appliquer un style de caractère sur chacune des lettres du message clair qui correspond à la lettre du message chiffré. Cette opération est sans incidence visuelle, mais déterminante pour l'étape de transformation. Donc dans la démonstration, pour crypter le message police, il faut donc que j'applique à la lettre C un style de caractère correspondant à la lettre P. L'enjeu formel de cette typographie était surtout dans les interpolations de lettres au moment de l'animation. Toutes les lettres devaient posséder le même nombre de points et avoir peu de déplacement ou de rotation pour assurer une transformation fluide. Cette version modulaire a donc l'avantage de pouvoir rapidement passer d'une lettre à une autre en limitant les transformations. On retrouve l'ensemble des typos et des scénarios fictifs dans un journal qui accompagne l'exposition et qui fait aussi office de spécimen typo. On y retrouve le manifeste d'un cypherpunk ainsi que des notices qui permettent de replacer les typos dans leur contexte. Le journal reprend aussi les articles sources de la Quadrature du Net afin de ramener le visiteur dans des mesures concrètes et actuelles concernant la surveillance. Les titres de ces articles sont composés de manière à jouer avec différents niveaux de lisibilité. Tous ces systèmes typographiques sont bien sûr des expérimentations qui abordent l'encodage sous différents points de vue. Elles ne sont pas du tout créées dans le but d'être commercialisées et n'ont donc pas été réglées optiquement, ce qui aurait pu aider à les rendre déjà un peu plus lisibles. Ces typographies ont été créées davantage comme des systèmes visuels permettant de mettre en lumière certains principes de cryptage de nos communications, que nous avons d'ailleurs tendance à oublier tant la cryptographie actuelle est complexe. Mais tous ces dispositifs de cryptage sont actuellement opérationnels à leur niveau, puisqu'ils restent relativement accessibles, et les visiteurs de l'exposition sont donc amenés à les expérimenter afin de faire prendre conscience de leur nécessité face à la surveillance numérique grandissante. Merci.